Bonjour à tous, donc la suite du cours sur mer et océan, donc dans le programme de quatrième. Alors je vous rappelle où on était arrêté jusqu'à présent. Donc nous avions vu la révolution des transports maritimes avec une étude sur le MSC Gulsun, un porte-conteneur géant. Ensuite, on avait suivi l'itinéraire du voyage inaugural de ce bateau en 2019 par le détroit de Malacca. Et on poursuit la suite de ce voyage puisque ce bateau était donc parti de Tianjin en Chine pour aller vers Rotterdam. Donc aujourd'hui, suite du voyage. Donc on avait fait le détroit de Malacca. Aujourd'hui, le Gulsun va passer par le canal de Suez. Il arrivera à Rotterdam. Et puis on fera une petite synthèse sur la maritimisation du monde. On reviendra sur ce concept. Alors on va commencer par un petit événement d'actualité. Ça s'est passé le 23 mars 2021, c'est une image assez surprenante. Donc là on est dans le canal de Suez. Et dans ce canal de Suez, on a donc un bateau. Alors ce bateau s'appelle l'Ever Given, qui appartient à la société Evergreen. Et on ne sait pas trop pourquoi, erreur humaine, certains ont dit qu'il y avait eu un énorme coup de vent, c'est vrai que ce sont des bateaux extrêmement grands, on va voir les dimensions de ce bateau, et le bateau, ce porte-conteneur a été déporté, c'est donc coincé dans le canal de Suez que vous voyez ici. Donc on est en plein milieu de l'Égypte et l'Evergreen s'est donc coincé sur les deux bords du canal de Suez, bouchant le passage de cette voie maritime essentielle. Vu du ciel, ça ressemble à ça, c'est assez impressionnant. Donc le canal de Suez bouché par un bateau, donc encore une fois, erreur humaine, coup de vent, on a du mal à savoir pourquoi. Alors on voit juste les dimensions. Donc ce bateau qui a été construit en 2016, il fait 220 000 tonnes de poids, il peut porter jusqu'à de 20 000 conteneurs, il fait 400 mètres de long, 60 mètres de haut, et c'est ce gigantesque monstre qui va boucher le canal de Suez pendant quasiment une semaine, du 23 au 31 mars 2021. Alors vu du ciel, encore une fois, ça ressemble à ça. Une fois que le canal de Suez est bouché, ça va faire un gigantesque embouteillage. Alors tous les petits points blancs que vous voyez ici, en fait, ce sont des porte-conteneurs ou des pétroliers qui sont bloqués à l'entrée du canal de Suez. Ils attendent leur passage. Et évidemment, l'Evergreen, ou l'Evergiven, vous l'appelez comme vous souhaitez, leur empêche le passage. Alors dans la presse, c'est une catastrophe, pendant une semaine, blocage du canal de Suez, l'embouteillage monstre causé par l'Evergiven vu de l'espace, canal de Suez bloqué, le prix du pétrole, des pénuries qui s'annoncent, et bah oui, tous vos produits que vous achetez made in China passent par le canal de Suez, votre pétrole est acheminé pour partie par le canal de Suez, fin des embouteillages géants, le porte-conteneur est remis à flot, donc voilà, un mouvement de panique, le commerce mondial arrêté, la mondialisation arrêtée une semaine, le commerce maritime stoppé pendant une semaine. Alors là, je vous montre une capture d'écran, ça vaut ce que ça vaut, que j'ai pris sur Facebook, mais qui montre bien un peu à la fois la moquerie, mais le problème, on va essayer de réfléchir à notre problématique, avec cette image, alors qui est pas falsifiée, on essaye de dégager l'Evergiven comme on le peut, et il y a quelque chose de disproportionné entre les moyens utilisés pour dégager ce monstre des mers, donc quelques pelleteuses, et donc c'est cette pelleteuse, deux hommes avec une pelleteuse en train de relancer 12% de l'économie mondiale. Alors c'est entre 8 et 10% du commerce mondial qui passe effectivement par le canal de Suez, et tout cela dans les mains de ce pauvre monsieur avec son tractopelle. Donc voilà, c'est ce qui va nous poser, c'est ce qui va nous amener notre problématique. Comment le canal de Suez est-il devenu le symbole d'un choke point? Alors ce qu'on appelle en anglais un choke point, c'est-à-dire un goulet d'étranglement de la mondialisation. C'est par là que la mondialisation se ralentit. S'il y a le moindre grain de sable dans le canal de Suez, la maritimisation du monde, le commerce maritime peut subir un énorme choc. Alors je vous donne juste quelques chiffres. Alors le canal de Suez, ça se trouve juste ici. Donc vous vous rappelez, on était parti de Tianjin, on était passé par le détroit de Malacca, et puis désormais donc on est vers le canal de Suez. L'objectif c'est d'arriver à Rotterdam ici, donc nous on va suivre le petit parcours qui est là. Je vous donne juste quelques chiffres sur ce qu'est le canal de Suez aujourd'hui. Donc c'était un canal qui a été inauguré en 1809 par un Français, c'est lui qui a eu l'idée du canal de Suez, qui a mis en œuvre le canal de Suez, il s'appelle Ferdinand de Lesseps. Le canal de Suez c'est 193 km de long,
19 000 porte-conteneurs qui le franchissent chaque année, c'était le cas en 2020, environ 10% du commerce maritime mondial, et du 23 au 31 mars, c'est-à-dire le temps du blocage par les Ever Given, le prix du baril de pétrole a augmenté de 5% en raison des pénuries. Donc une fois posés ces quelques chiffres, donc on va répondre à notre problématique, comment le canal de Suez est devenu un choke point, un goulet d'étranglement de la mondialisation. Alors, on va lire quelques textes. Alors moi je me suis beaucoup basé sur un texte de Marie-Christine Dessol qui s'appelle Suez, les nouvelles dimensions d'une voie de passage stratégique de 2018, qui vous dit en fait voilà c'était 2 ans, enfin c'était 1 an avant le problème de l'Ever Given, mais en fait c'était déjà prévisible. Les problèmes liés à ce canal de Suez sont déjà prévisibles, puisque le canal de Suez avait déjà des petits problèmes, c'est ce qu'on me dit le texte. Les bateaux qui le franchissent sont un standard, c'est-à-dire une dimension qu'on appelle le Suez Max, c'est-à-dire les dimensions maximales que peut supporter en profondeur, en largeur, le canal de Suez. Donc oui, ce sont déjà des grands bateaux, 400 mètres de long, mais ceci étant dit, voilà, pour les plus gros navires, puisque ça commence à apparaître, eh bien, vous avez désormais le capsize, c'est-à-dire les bateaux qui ne peuvent pas passer par le canal de Suez, mais qui sont au contraire obligés de contourner le canal de Suez pour passer par la ville du Cap, ça se trouve ici, le Cap de Bonne-Espérance. Et ce qui a un gros défaut, c'est que ça rallonge le voyage de quasiment 10 jours. Mais ceci étant dit, voilà, au moins on fait passer des plus gros bateaux. Donc, petit problème déjà souligné par le texte, le canal de Suez est déjà beaucoup trop petit par rapport au gigantisme de ces bateaux. S'il arrive le moindre petit problème sur l'un d'entre eux, le commerce mondial pourrait être bouché. Et dans le 3e paragraphe, on vous explique que déjà pour le pétrole, on préfère le faire passer par un oléoduc, c'est-à-dire un gros tuyau. On vide le pétrole à l'entrée du canal de Suez, on le met dans un tuyau et on le récupère de l'autre côté de la Méditerranée. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins dangereux. Le canal de Suez est déjà sous-dimensionné, beaucoup trop petit par rapport au commerce mondial actuel. Donc voilà, je vous remontre la carte. La question est canal de Suez ou Cap de Bonne-Espérance. Deuxième petit texte qu'on pourrait voir, c'est toujours le même texte de Marie-Christine Dessol, que j'adore beaucoup. Elle vous dit, voilà, mais bon là, on parle de l'Ever Given en 2021, mais il y avait déjà eu des problèmes auparavant. On est bien dans un goulet d'étranglement. Il y a souvent des petits problèmes dans le canal de Suez. Et elle vous rappelle que notamment entre 67 et 75, la route de Suez avait été fermée. Et donc tous les bateaux avaient été déviés par le Cap de Bonne-Espérance, donc par l'Afrique du Sud. Alors pourquoi? Parce que c'est une région qui est en guerre. Là on vous dit que notamment Israël et l'Égypte, alors ici vous avez l'Égypte, là vous avez Israël, les deux pays sont régulièrement en guerre, Israël est en guerre avec tous ses voisins, en conflit plus ou moins ouvert avec tous ses voisins, et il y avait eu une guerre en 1967, et jusqu'en 75, signature du traité de paix, le canal de Suez avait été fermé aux échanges. Aujourd'hui, alors il n'y a plus de guerre entre l'Égypte et l'Israël, mais il y a une guerre entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Alors l'Arabie Saoudite, ça se trouve ici, et le Yémen, ça se trouve ici. On est juste à l'entrée du canal de Suez. Et évidemment, ça rend plus dangereux le passage par cette zone-ci, par la mer Rouge, donc juste avant le canal de Suez. Donc finalement, voilà, d'abord une menace, on est dans une région qui est le plus menacée par les guerres. Ensuite, vous êtes comme moi, même si vous n'êtes pas grand marin, vous lisez ce genre de texte, et si vous êtes terroriste, eh bien vous savez que, c'est ce que dit le texte, ça devient aussi une cible symbolique. Vous voulez toucher la mondialisation, vous voulez toucher l'économie européenne, l'économie américaine, l'économie chinoise. Eh bien, si vous êtes amateur de terrorisme, eh bien attaquez-vous au canal de Suez. C'est là où vous ferez le plus mal à l'économie mondiale. Et déjà, certains groupes terroristes islamiques avaient déjà essayé de faire ça. Alors, par exemple, en 2013, un porte-conteneur chinois avait été attaqué au lance-roquettes. Il y a un avion russe qui avait été touché également par une roquette en 2015. Ça avait fait 224 morts dans le désert du Sinaï qui est juste à côté. Ça se trouve ici. Donc une région qui est régulièrement touchée par les guerres, par les conflits et aujourd'hui surtout par le terrorisme. Alors je vous montre juste quelques images des alentours de Suez. Alors là on est près du Sinaï, donc c'est un désert. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, le canal de Suez est là, et vous avez ici un mur
qui est là pour protéger la frontière entre Israël et l'Égypte, et puis éventuellement des intrusions terroristes. C'est une des frontières qui est les plus protégées. Cette région-ci est particulièrement surveillée. Donc ici vous avez la frontière entre l'Égypte et Israël, donc ce mur. Et puis ici, tout le long du canal de Suez, vous avez des ponts flottants. Donc s'il y avait une attaque, très rapidement l'armée égyptienne monterait un pont qui permettrait à son armée de passer de l'autre côté de la rive. Donc vous êtes dans une région qui est très militarisée. Dernier petit texte. C'était prévisible ce qui s'est passé en 2021 avec l'Ever Given. Dernier exemple, les Égyptiens ont déjà prévu de construire un deuxième canal, c'est ce que vous raconte le texte, une attente plus courte, une circulation à double sens, parce que pour l'instant c'est bête, hein, mais on a avancé qu'en un seul sens. Donc premier jour, vous avez ceux qui vont du sud vers le nord, deuxième jour ceux qui vont du nord vers le sud. Donc désormais l'idée c'est de construire un deuxième canal qui permet aux bateaux de se croiser. Il y a un bateau qui permettrait, ça permettrait également d'avoir un canal plus profond, plus large. Et donc il a été inauguré, ce deuxième canal de Suez, qui double le premier, je vais vous montrer des photographies, le 6 août 2015. Et donc ce nouvel canal de Suez, normalement, aurait dû permettre qu'il n'y ait pas le problème de l'Ever Given. Alors vous voyez là c'est avant 2015. Vous aviez un canal de Suez, et en fait l'idée c'est de construire deux canaux, les uns à côté des autres, qui permet éventuellement d'éviter ce genre de petits problèmes. Bon, ça n'a pas marché a priori, ça n'a pas été suffisant pour l'Ever Given. Et puis, alors là, dernière petite conclusion, même si là on est un peu à la limite de ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Donc moi ce que j'essaie de vous montrer c'est que voilà, finalement ce qui s'est passé avec l'Ever Given était tout à fait prévisible. Bon, pas forcément un coup de vent qui fait dévier un porte-conteneur, mais ça aurait pu être un acte de terrorisme, un acte de guerre, ça aurait pu être un bateau qui n'arrive pas à franchir les profondeurs très insuffisantes du canal. On pense aujourd'hui de plus en plus à contourner le canal de Suez. Alors il y a ceux qui finalement ont choisi l'oléoduc pour le pétrole, il y a ceux qui préfèrent finalement passer par le cap de Bonne-Espérance et l'Afrique du Sud, c'est plus long mais plus sûr. Et puis il y a ceux qui veulent chercher une nouvelle route maritime, alors il y a notamment les Russes. Alors c'est un texte que j'ai trouvé en mars 2017, en mars 2021 pardon, donc là l'Ever Given était toujours coincé dans le canal de Suez, hein, il sera libéré que 4 jours plus tard, et ça a beaucoup fait plaisir à certains pays. Alors, certains étaient catastrophés, d'autres étaient très heureux, c'est notamment le cas de la Russie. La Russie se frottait les mains, et profitant de la crise, je vous lis le texte, profitant de la crise, la Russie, qui milite pour le développement d'une route maritime du Nord, vante la possibilité ouverte par le changement climatique et le recul de la banquise dans l'Arctique. Son projet de route permettrait de relier l'Europe à l'Asie le long des côtes du nord du pays et pourrait concurrencer le canal de Suez. L'idée quelque peu prématurée est l'une des priorités de Vladimir Poutine, donc le dictateur russe qui dirige le pays, qui veut mobiliser une flotte de brise-glace à propulsion nucléaire pour rendre la voie plus praticable. Aujourd'hui, quand vos produits arrivent de Chine, donc là ils partent généralement du port de Shanghai, le plus grand port du monde, ils passent par le détroit de Malacca, ils passent par le canal de Suez et ils arrivent à Rotterdam, qui est le premier port européen. L'idée de Vladimir Poutine et de la Russie, ce serait de partir d'ici, de Vladivostok, donc en Russie, de passer par le nord. Alors le problème c'est qu'actuellement ça s'appelle le pôle Nord, c'est la banquise, c'est complètement gelé. Mais il y a deux choses qui pourraient faire qu'on pourrait passer malgré tout, malgré la banquise. C'est d'abord le réchauffement climatique. Dans 20 ans, 30 ans, il n'y a plus de banquise, ou en tout cas la banquise va fondre beaucoup plus tôt. Et on pourrait passer par là, et puis il y a aujourd'hui des bateaux gigantesques à propulsion nucléaire qu'on appelle les brise-glaces, et on pourrait faire des convois. Alors le brise-glace qui pèse plusieurs centaines de milliers de tonnes écraserait la glace, et derrière les porte-conteneurs le suivraient. Alors avantage de cette route du Nord, que vous étudierez quand vous serez au lycée, c'est qu'il faut 35 jours pour faire Shanghai-Rotterdam, alors que par Suez il faut 48 jours. Donc encore plus rapide et donc moins cher. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est vous qui allez vous mettre au boulot. Donc je vous recite l'article qui m'a beaucoup inspiré pour ce cours. Donc rendons à César ce qui est à César. Vous pouvez le retrouver sur le site Géoconfluence, qui est la bible des profs de géographie au collège et au lycée et même à l'université. Alors moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir et puis ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous les trouve. Au revoir à tous.